Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Jean-Yves Le Drian. La Crimée, l'Ukraine, êtes-vous inquiet? Oui, c'est grave. La situation est inacceptable. Ce pseudo-référendum est parfaitement illégal. Nous sommes en présence d'une annexion insupportable. Et puis surtout, c'est la question des frontières qui se pose. À partir du moment où on commence à relativiser la question des frontières, alors on ouvre le chemin à toute une série de perturbations, toute une série de difficultés qui pourraient ensuite amener d'autres complications. Donc cette situation illégale, anticonstitutionnelle, n'est pas acceptable. Donc vous pour êtes la communauté internationale. Vous êtes inquiet. Je suis inquiet parce que on est dans le non-droit et que ce référendum va contre l'ensemble des grandes décisions internationales, contre la constitution ukrainienne, contre les accords de Budapest. Vous savez, après la dislocation de l'Union soviétique, la question de l'Ukraine s'est déjà posée. Il y a eu des accords. 1994. Il y a eu des accords qui intégraient le fait que l'Ukraine devait être un territoire unifié et son intégrité ne pouvait être mise en cause. Or, aujourd'hui, ces accords qui étaient pourtant validés par la Russie sont remis en cause. Donc, il y a une réelle inquiétude. C'est vrai. Le rattachement de la Crimée à la Russie sera effectif cette semaine, vient de déclarer le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Est-ce que vous excluez toute intervention militaire européenne et donc française en Ukraine? Aujourd'hui, l'heure est à la diplomatie, et la diplomatie ferme pour éviter toute escalade. Je vais y revenir, mais vous excluez aujourd'hui toute intervention militaire. Il faut d'abord assurer, et il faut faire en sorte que la diplomatie et que l'action de la communauté internationale permettent de revenir à une situation de droit. La diplomatie d'abord, mais vous n'excluez pas une intervention militaire? L'hypothèse d'une intervention militaire me paraît exclue à ce jour, parce que je fais confiance à la diplomatie qui est en œuvre. Laurent Fabius est à la manœuvre avec d'autres ministres des Affaires étrangères. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver. Aujourd'hui à Bruxelles. Il y aura un G7 lundi. Donc tout cela se met en mouvement et c'est très bien ainsi. Il faut faire pression et éviter l'escalade. Alors je vais venir à la réponse. Il faut éviter l'escalade. C'est la situation d'aujourd'hui est celle-là. La première chose, c'est d'éviter l'escalade. Nous n'irons pas plus loin. Mais bon, il faut s'en assurer, il faut le vérifier et ça ne doit pas nous amener à accepter ce qui vient de se passer. Réponse européenne forte et coordonnée, a dit François Hollande. Oui. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Annulation du sommet Russie-Union européenne prévu à Sotchi en juin, ça c'est acquis l'annulation? Il y a tout. C'est acquis, c'est annulé a priori. Ils vont le dire aujourd'hui, je pense. Donc il y a annulation de ce sommet. Jean-Yves Le Drian. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui le décident, c'est pas le ministre de la Défense de la France. Il y aura aujourd'hui une série de mesures qui vont être prises. Vous savez que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont déjà réunis. Ils ont adopté 3 séries de mesures. Une première série de mesures qui est déjà en œuvre, qui est l'interdiction de visa et le gel d'un certain nombre d'actifs. Il y a un deuxième train de mesures qui, je pense, sera pris aujourd'hui, j'imagine, qui consiste à renforcer ce dispositif, davantage de réduction de visa, davantage d'interdiction de circulation, davantage de gel d'actifs. Et puis il y a une troisième série de mesures qu'il va falloir examiner maintenant, mais il faut les examiner de manière collective et non pas chacun pour soi, qui sont les mesures d'ordre économique, c'est-à-dire à la fois l'énergie, les transits financiers, les questions militaires et l'armement. Et l'armement. Mais c'est toute une série de mesures qui doivent être mises en œuvre progressivement pour dire à la Russie que nous n'acceptons pas cette situation et qu'il faut arrêter. Jean-Yves Le Drian, réponse européenne forte et coordonnée. Donc annulation du sommet Russie-Union européenne, acté, c'est ce que vous avez dit. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Ce n'est pas ma décision. Est-ce qu'il faut exclure la Russie du G8 ? C'est une hypothèse. Ça sera à discuter lundi. Lundi, ce sera discuté lundi. C'est le sujet. Exclusion de la Russie du G8 possible. Les sanctions économiques, le niveau 3, donc. Pendant que nous graduons les sanctions, lui, Vladimir Poutine, avance ses pions. Oui, je le remarque. Oui, mais il faut enrayer l'escalade, absolument. Alors, justement. Et le niveau 3, c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises collectivement. Je pense qu'il n'est pas souhaitable que l'un prenne des mesures alors que l'autre ne prend pas. Il faut donc que ce soit collectif. Alors justement, des pays de l'Union européenne disent, mais attention, nous, on a du gaz russe. Donc c'est pas facile. Bon. Parce que certains sont dépendants. Et donc il faut agir collectivement et trouver les bons moyens. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, les chefs d'État et de gouvernement vont commencer à examiner cette situation. Est-ce que nous sommes dépendants, nous ? Nous sommes relativement peu dépendants. Nous avons une marge de manœuvre tout à fait large. Mais laquelle ?
Qu'est-ce que la France peut faire, franchement, Jean-Yves Le Drian? Il faut qu'elle s'allie avec ses voisins pour être en situation de pression. Londres ne veut pas trop de pression parce qu'elle veut préserver la City. Et nous, Jean-Yves Le Drian, ne veut pas trop de pression parce qu'on a des contrats, notamment ce fameux contrat de ces deux bateaux construits pour les Russes à Saint-Nazaire. Oui, sur ces deux bateaux, il faut mettre les choses au point de manière sereine. Allez. D'abord, ce sont des bateaux qui ne sont pas armés. Qui sont construits dans les normes civiles, sont des bateaux de transport et de commandement. De chars, d'hélicoptères, entre autres. Qui seront des bateaux militaires quand ils arriveront en Russie, qui ont été décidés en 2011, et une partie de la construction de ces coques, et du système de navigation et de propulsion, parce qu'on les livre avec système de navigation et de propulsion, et c'est là l'intérêt des chantiers de Saint-Nazaire, qui par ailleurs construisent des paquebots, et des bateaux des grands bateaux de croisière, comme ça vient d'être annoncé aujourd'hui, où il y a un savoir-faire tout à fait pertinent. Mais une partie de l'équipement, en particulier des coques de ces deux bateaux, sont fournis par la Russie. Donc ce n'est pas un dispositif aussi simple, et la livraison du premier bâtiment a lieu au mois d'octobre. Donc la question de la suspension éventuelle se posera au mois d'octobre. Au mois d'octobre. La construction se poursuit. La décision ne se posera pas au mois d'octobre. La suspension. Oui, la suspension. Alors on va continuer à construire un bateau. Et donc ça se Vladivostok, ce premier bateau, le second s'appelle le Sébastopol. Et dans les deux cas de figure, ils sont prévus normalement être dans le Pacifique. Mais est-ce qu'on peut suspendre la livraison de ces bateaux? La question se posera à ce moment-là, à condition que ce soit dans une démarche collective. Le bateau se poursuit, la construction se poursuit. Donc la question de la suspension se pose au moment où elle doit se poser, c'est-à-dire en octobre. Mais à condition que ce soit dans un ensemble de mesures. Donc pour l'instant, ces mesures liées aux sanctions et représailles économiques n'ont pas été prises. Elles seront étudiées, je pense, aujourd'hui et demain. Et c'est à ce moment-là que la France pourra se décider. Mais dans l'état actuel des choses, la question de la suspension ne se pose pas, puisque cette question se posera qu'en octobre. Alors j'espère que d'ici là, on sera dans la désescalade. Il y a aussi des chars russes. Mais Laurent Fabius a bien fait d'agiter cette menace. Et il y a aussi des chars russes équipés de caméras thermiques fournies par Thales, entre autres. Il y a toute une série de choses, mais le paquet militaire le plus essentiel est celui-là. Pour nous, il existe aussi pour les autres, mais de manière moins importante. Par contre, pour les autres pays de l'Union européenne, il y a la question énergétique, la question financière. Il faut mettre ça dans un paquet et prendre des positions communes. C'est très important. Mais il y a un autre aspect que je voudrais vous dire. C'est que dans cette période, il faut aussi aller rassurer un certain nombre de pays voisins de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je me rends demain à la demande du président de la République, rencontrer le ministre de la Défense de Pologne et rencontrer les ministres de la Défense des États baltes pour leur dire d'une part notre solidarité active, et aussi voir avec eux comment on peut accompagner leurs efforts de sécurité pour, et en particulier la frontière. J'en parlerai avec eux. D'accord. C'est demain qu'on évoque ça. Ça veut dire renforcer la police du ciel, assurer au sein de l'OTAN les garanties de sécurité, parce qu'ils sont en situation de fragilité. Les troupes américaines allaient arriver dans les États baltes. Nous allons voir cela demain à la demande du président de la République. Des troupes américaines qui vont arriver dans les États baltes, c'est ce que j'ai entendu avec eux demain. Oui, j'ai entendu dire cela. Dites-moi. Mais il apporte que la France marque aussi très concrètement militairement, avec la garantie de l'intangibilité des frontières de ces pays qui ont un passé, qui ont un peu d'angoisse et qui ont besoin d'actes de solidarité de notre part et de fermeté de notre part. C'est ce que je ferai demain, à la demande de François Hollande, qui me l'a demandé hier, et je m'y rendrai demain. Est-ce que la France est prête à faire des sacrifices économiques ou autres pour la Crimée, vous le pensez ou pas? C'est une question qu'il faut poser aussi à l'ensemble des Européens. Mais notre sécurité aujourd'hui nécessite une grande fermeté dans la posture, dans l'intervention et dans l'initiative diplomatique. C'est ce qui se passe. Mais jusqu'où peut-on aller? Parce que les Français comprennent pas jusqu'à la mise en œuvre de ces sanctions qui rendent les sanctions économiques, qui rend impossible à Vladimir Poutine et aux dirigeants russes de poursuivre toute intervention militaire. Je n'aborde pas cette question aujourd'hui. Mais vous ne l'excluez pas. Je ne dis rien sur ce sujet. Vous ne l'abordez pas, mais vous ne l'excluez pas. Il serait quand même aujourd'hui invraisemblable que la diplomatie et sa fermeté n'aboutissent pas à une solution de pacification. Je souhaite que Vladimir Poutine renonce à l'escalade.
La Crimée a toujours appartenu à l'Empire russe, c'est ce qu'il va vous dire. C'est ce qu'il vous dit, oui, Vladimir Poutine. Russie a été garante, le peuple de Crimée... la Russie est garante du traité de Budapest. Mais le peuple de Crimée souhaitait être rattaché à la Russie. Oui, mais si on commence aujourd'hui à modifier les frontières là ou ailleurs, à ce moment-là, c'est l'ensemble des déstabilisations mondiales qui se met en œuvre. On ne les a pas modifiées au Kosovo, ces frontières? C'est très différent. Il n'y a pas eu d'annexion au Kosovo. Il faut quand même rappeler les choses. À ma connaissance, l'Albanie n'a pas avalé le Kosovo. En plus, il y avait eu à l'époque des massacres considérables et les Nations Unies étaient dans le coup. Il y a eu une solution négociée. On n'est pas dans le même cas du tout. Et c'était un territoire qui se divisait en plusieurs parties à la suite de la chute du mur de Berlin. Donc, on n'est pas du tout dans la comparaison. C'est pas possible d'accepter ça. Le 6 juin cérémonie de commémoration du débarquement, 70e anniversaire. C'est l'histoire. On n'est pas dans la même solution. Vladimir Poutine est invité. Est-ce que vous maintenez cette invitation aujourd'hui? Écoutez, on verra en temps utile. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée parce que les cérémonies du 6 juin, ce sera aussi le rappel de l'action de l'ensemble des puissances pour se libérer d'un impérialisme. Ça veut dire que ne prenait pas en considération les droits des peuples. Bon, ça veut dire que Vladimir Poutine reste invité et qu'il a toute sa place. On verra la question. Aujourd'hui, il a toute sa place ou pas? Aujourd'hui, il faut respecter l'histoire de la Russie. Donc il a toute sa place. Et donc la Russie a été, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un partenaire très actif et que beaucoup de Russes ont laissé leur vie pour la défense d'une certaine conception de l'ordre à venir. Aujourd'hui, c'est cet ordre à venir qui est menacé parce que l'on remet en cause la légitimité des frontières et ça, c'est pas acceptable. Le Sahel. J'ai vu que la France avait ces dernières semaines, ces derniers jours, accentué ses opérations militaires et notamment dans une zone où vous avez réussi à démanteler des combattants. La guerre de libération du Mali est finie. Elle a été gagnée. L'action des forces françaises a permis à ce pays de retrouver sa souveraineté, ses institutions démocratiques, à ce que des élections aient lieu et à ce que il y ait une fierté d'appartenance malienne qui se retrouve. Cette partie-là est terminée. Par contre, ce qui n'est pas fini, et ce qui est loin d'être fini, mais ce n'est pas uniquement au Mali, c'est la lutte contre le terrorisme. Et nos forces présentes au Mali, qui restent 1 millier d'hommes à peu près, qui resteront dans la durée. Dans la durée, je l'ai toujours dit, dans la durée. Là, leur objectif, c'est le contre-terrorisme. Et le contre-terrorisme, ça se passe au Mali, mais ça se passe aussi au Nord Niger. Et vous avez obtenu des résultats ou pas? Et ça se passe plutôt bien, puisque depuis quelques semaines, nous avons mené des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes qui tentent de se regrouper. Et au Mali, c'est particulièrement significatif parce que c'était les Combien de terroristes qui avez-vous? Une quarantaine. Et en particulier, on a pu neutraliser plusieurs chefs, dont en particulier Ouldama, qui est un chef historique d'AQMI et qui était le beau-père neutralisé, ça veut dire quoi? Mokhtar Belmokhtar, je ne sais pas si vous voyez qui c'est celui qui a été à l'initiative des attentats d'In Amenas en Algérie. Neutraliser, ça veut dire éliminer. Éliminer, ça veut dire tuer. Voilà. Et donc ces opérations-là se posent parce que nous avons une responsabilité sur la durée. Le terrorisme et les groupes djihadistes ne se sont pas arrêtés uniquement parce que nous avons gagné la guerre du Mali. Ils existent toujours. Il y a des circuits du terrorisme qui perdurent et qui vont depuis l'océan Atlantique jusqu'à la Corne d'Afrique, avec des points de repère particuliers, en particulier dans le sud libyen. Donc nous nous sommes réorganisés. Avec un ensemble de 3000 militaires coordonnés par un état-major unique pour aider au contre-terrorisme et éviter qu'il y ait un retour du terrorisme dans ces régions qui nous menacent, nous aussi, parce que c'est pas uniquement ces États qui sont menacés, c'est aussi l'Europe et la France. Quand on voit le nombre d'armes que l'on peut découvrir et éliminer, c'est assez impressionnant. La mort de nos 2 confrères à Kidal n'avait rien de nouveau sur l'enquête? Je ne parle pas de ça. Bon. Très bien. La Centrafrique, catastrophe humanitaire, disent les ONG. Vous confirmez, catastrophe humanitaire en Centrafrique? Mais en Centrafrique, on vient de très loin. Parce que tout le monde s'est réveillé lorsque les forces françaises, sous mandat international, sous mandat des Nations Unies,
sont intervenus le 5 décembre, c'est-à-dire juste après le mandat des Nations Unies, mais la situation était dramatique déjà depuis un certain temps. C'est un État failli, c'est un État qui est victime sans arrêt de coups d'État, c'est un État où il y a des massacres de masse qui se déroulaient. Nous avons empêché par notre présence la poursuite des massacres de masse. Oui, mais aujourd'hui, voilà. Très bien. Donc ça, c'est premièrement, il faut dire les choses très clairement. Premièrement, on a empêché ça. Autrement, il y aurait eu dans ce territoire, peut-être même à l'insu de tout le monde, parce que les médias viennent quand les forces françaises sont là, il y aurait eu des massacres considérables. Nous les avons empêchés. Deuxièmement, nous sommes en train de remettre en place la sécurité. Et la sécurité progresse. Moi, depuis la fin du mois de décembre, je me suis rendu 4 fois en République centrafricaine et j'ai constaté d'abord la clairvoyance et la vigilance de nos soldats, celle aussi des forces africaines, et aussi j'ai constaté que à Bangui, écoutez maintenant, à Bangui, mais oui, partout, sur tout le territoire je suis aussi allé ailleurs. Bon. À Bangui, on présente cette ville comme une ville à feu à sang. Pourquoi est-ce que les ONG disent c'est une catastrophe humanitaire? Parce que il y a encore des problèmes d'aide humanitaire. Pour une raison simple, c'est que la route qui relie Bangui au Cameroun, qui est la route principale pour assurer la sécurité alimentaire de ce pays, cette route-là fait l'objet régulièrement de ce qu'on appelle des coupeurs de route, qui rançonnent au passage, qui attaquent éventuellement, aujourd'hui ce sont généralement ce qu'on appelle les anti-Balaka, et qui empêchent l'arrivée normale 2000 soldats français qui vont rester encore longtemps. Qui vont rester jusqu'à ce que l'opération décidée par les Nations Unies, qui va être décidé par les Nations Unies, puisque le processus diplomatique va bien. Non, il va bien. Enfin, c'est toujours un peu long, les Nations Unies. Mais l'essentiel, c'est que ça aille bien. Pour l'instant, nous restons à 2000 et 6000 Africains. Et 6000 Africains, combien de temps encore? Jusqu'à ce qu'il y ait le relais pris à l'automne. À ce moment-là, on avisera sur le maintien de notre présence quand l'opération des Nations Unies sera intervenue. Il est essentiel que les Nations Unies interviennent. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'une opération de maintien de la paix, c'est qu'elle est à la fois militaire, mais aussi humanitaire, mais aussi diplomatique, mais aussi politique, et ce qui permettra à ce pays de retrouver une existence. La difficulté qu'a la présidente actuellement, c'est que les fonctionnaires n'étaient pas payés. C'est qu'il n'y a même plus de chaîne de sécurité minimum quotidienne. Il n'y avait plus de prison, il n'y avait plus de police. Donc le rôle des militaires français n'est pas de faire la gendarmerie et la police locale. C'est pour ça que nous avons décidé d'envoyer sur place des gendarmes pour initier progressivement la création de forces de gendarmerie locales sous les ordres de la présidente qui est légitimement reconnue aujourd'hui, Madame Samba Panza. Le remaniement, ça se précise? Il faut demander ça au président de la République. Non, mais vous savez, puisqu'il vous consulte. Mais non, vous êtes très proche de François Hollande. Raison de plus. C'est vrai. Raison de plus. Le président de la République, il réfléchit à... Il y réfléchit. Il réfléchit. Il réfléchit ou pas? Il apprécie la situation. Je pense que oui. Il y réfléchit. Je pense que oui. Le 7 avril, dit-on. Ah, je ne suis informé ni de la date, ni mais vous êtes favorable à un remaniement, à une équipe plus resserrée, oui, franchement. Je pense que le moment est venu de donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale, mais c'est le président de la République qui doit apprécier la manière de le faire. Ça veut dire avec un gouvernement plus resserré. C'est le président qui décide. Oui, non, mais d'accord. Oui, d'accord, mais c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Vous pensez qu'elle a sa place? C'est François Hollande qui l'apprécie. Et vous resterez ou pas? Moi, je suis très bien où je suis. Vous avez envie de rester? Franchement, soyons clairs. Oui, je pense... Oui, j'ai envie de rester si le président de la République me fait confiance. Oui. Parce que je mène dans cette mission de ministre de la Défense une action qui me stimule, qui m'enthousiasme, de faire en sorte d'assurer la sécurité des Français dans ce qu'elle a d'extérieur, être en situation de donner à nos forces armées la force et les capacités qui conviennent, dans un dialogue permanent, être en relation directe avec le chef de l'État pour assurer la sécurité de notre pays. Tout ça me passionne, oui, bien sûr. Et donc j'ai envie de rester. Alors j'ai 2 dernières questions. Fessenheim, site nucléaire transformé bientôt en site militaire. Oh non, je ne sais pas. Vous n'avez pas entendu ça? J'ai pas entendu ça. Bon. Bon, est-ce que les militants de Greenpeace devraient être sévèrement condamnés? Je trouve que leur action n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. J'ai pas m'immiscer par ailleurs, mais du point de vue d'un citoyen ou du ministre de la Défense, c'est pas acceptable. Bien. Et dernière chose, les violences envers les femmes dans l'armée. Un rapport est en cours, je crois. C'est inadmissible. Oui. J'ai mandaté un rapport parce qu'il y a un livre qui est sorti et qui fait état de faits intolérables dans une armée qui est d'ailleurs la plus féminisée d'Europe. Oui, 15%. 15%, c'est beaucoup plus que d'autres pays. Et précisément, l'armée française doit être exemplaire. Donc je n'accepterai aucune infraction. Il y aura des
des sanctions et il y aura aussi des mesures de prévention, d'information et éventuellement des dispositifs de sanctions supplémentaires qui seront prises en compte. Tous les chefs des armées sont très favorables à ça. L'objectif, c'est tolérance zéro. Il n'est pas acceptable que dans l'armée française, qui doit être exemplaire, de tels méfaits puissent se produire. Merci Jean-Yves Le Drian, 8h56.